J'aimerais demander maintenant aux membres du panel de me rejoindre. Et nous allons entendre les représentants de l'autre face de la médaille de ce désinvestissement. Alors, Reinhard Bütikofer a dit ce matin qu'il s'agissait de la face investissement. Dans quoi est-ce qu'on investit si on désinvestit? Alors, j'espère que vous aurez des réponses à nous fournir à cette question. Et je vais vous présenter chacun des membres du panel juste avant qu'il ou elle prenne la parole. Nous allons commencer par quelqu'un qui a déjà mentionné par Bill McKibben dans son exposé, Marc Campanale. Il est fondateur et directeur exécutif du think tank Carbon Tracker Initiative. Et c'est lui qui a décrit la bulle carbone sur laquelle nous sommes assis. C'est l'image qu'a utilisée Bill ce matin. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, il y a quelques mois, une entreprise brésilienne qui s'appelle Petrobras, une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, ont émis une obligation sur 100 ans. Et les taux de souscription ont été 8 fois supérieurs à ceux qui ont été prévus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'on part du principe que la demande pour le pétrole dans 100 ans sera aussi importante qu'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'ils ont émis une obligation sur 100 ans. Et on voit donc la déconnexion entre les questions climatiques que nous connaissons tous et la façon dont les institutions et les marchés financiers fonctionnent. Ils ignorent l'évidence. Le premier rapport de Carbon Tracker, et bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment vous parler d'un aspect important de cette formule, c'est le temps. On n'a pas de temps, le temps presse, hein. Le temps est contre nous. Et là, vous voyez le budget carbone et la bulle carbone. Si on alloue le budget carbone à la liste des combustibles fossiles, donc ça c'est en vert, et j'aimerais que vous regardiez le rouge. Le rouge, ce sont les ressources. C'est ce que les entreprises annoncent vouloir faire à l'avenir. Et vous voyez que le rouge, ça ne rentre pas dans le vert. Alors, les marchés pensent à différentes choses. Nous interagissons beaucoup avec les entreprises. Et voici ce que les entreprises disent. Elles disent, pour atteindre les 2 degrés, il faut qu'il y ait un véritable effondrement de la demande. Et on ne voit pas de tels scénarios se profiler. Avec la COP à Paris, on verra des objectifs qui vont peut-être passer de 30 à 40%, mais cela, qu'est-ce que les gens disent à leurs investisseurs? Eh bien, c'est que la demande pour les énergies fossiles, pendant ce même temps, va augmenter de 30 à 40%. Et nous, on dit, qu'est-ce qui se passe alors si l'entreprise n'est pas capable de développer les réserves? Eh bien, la réponse est que les scénarios ne seront pas des scénarios de faible demande. Et après, alors, il y a cette question de savoir en quoi croient les investisseurs, en quoi croient les institutionnels. L'IRA nous dit que d'ici à 2030, voici les chiffres, 21 trillions de dollars seront dépensés pour trouver des combustibles fossiles supplémentaires. Et d'où viendra le capital? Pour atteindre l'objectif de 2 degrés, à gauche, vous avez la tendance. Et il faut voir le vert, en fait, pour arriver à 400 parties par million, ou vert clair, 450 parties par million. C'est un peu plus de 4 degrés. Et à droite, vous avez ce vers quoi on tend si on ne change rien. Et donc, on voit le rouge, c'est 2 degrés, et on arrivera à 3 degrés peu de temps après, donc peut-être d'ici 30 ans. 30 ans plus tard. Et là, on voit les engagements des différentes entreprises. Alors, la campagne des investissements joue un rôle essentiel. Et de quelle façon est-ce qu'on analyse les choses à Carbon Tracker? Alors, nous sommes une équipe de spécialistes de l'investissement, des banquiers de Wall Street, des banques à Londres, Barclays Capital, Deutsche Bank, un spécialiste HSBC, et nous préparons un rapport dans lequel nous essayons de voir ce qui va se passer avec ces capitaux et où vont se réaliser les différents projets.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à 2 degrés? Si on pense au désinvestissement, il y a 2 ou 3 façons de le faire. Alors, soit on vend les actions, donc les investisseurs institutionnels gardent les actions. Il y a toutes sortes de raisons qui incitent à le faire. Deuxième chose, on peut inciter les entreprises à annuler des projets. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, plus de 200 millions des projets à hauteur de 200 millions de dollars ont été annulés l'année dernière, au vu des différentes nouvelles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est une analyse. On utilise les connaissances de notre équipe. On utilise des données, par exemple, de Wood Mackenzie, par exemple, et on fait une modélisation de chacun des projets en pétrole, charbon ou gaz dans le monde, et on voit quel est le prix de rentabilité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un projet est rentable ou pas? Si ça vous coûte 100 dollars pour développer un projet pétrolier, ou aussi si le prix du baril est faible, eh bien on ne le fait pas. Et donc, vous avez à droite les perdants et à gauche les survivants, ceux qui seront là dans quelques années, lorsqu'on verra la fin de l'âge des énergies fossiles. Donc, lorsqu'on parle aux investisseurs institutionnels, et on a rencontré des fonds de pension la semaine dernière seulement, on leur demande quels seraient les projets qu'il faudrait supprimer. Et ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte qu'ils mettent un terme à ces projets, justement. Alors là, vous voyez 2 choses. Vous voyez les capitaux qui sont investis par Exxon, Shell et Chevron pour trouver des nouvelles sources. Et en bleu, c'est la production. Donc cela nous montre que pour trouver le prochain baril de pétrole, il faut investir de plus en plus d'argent. Et il y a un moment où ce n'est plus économique, ce n'est plus rentable. Et Goldman a préparé ce graphique lorsque le baril était à 70 dollars. Et vous voyez le seuil de rentabilité, le prix de rentabilité. Il y a également la courbe de production. Et on voit les différents pays, la Russie, le Moyen-Orient, le Canada, qui a beaucoup de sable bitumineux. Et vous voyez la ligne rouge, et là, le baril est à 60 dollars. Et depuis, il est passé à 40 dollars. Et là, on voit donc quels sont les projets qui sont rentables et quels projets ne sont pas rentables. Donc l'industrie minière est en crise parce que ça coûte de plus en plus cher pour faire en sorte que ces projets soient viables. Donc c'est une approche technique, mais il a le mérite de présenter des arguments financiers solides. Parce que si ça coûte 100 dollars pour extraire le pétrole et que vous ne le vendez qu'à 50 dollars, eh bien pourquoi est-ce que vous investiriez dans cette exploration? Ce n'est pas logique. Donc on commence à avoir une transition très rapide. Les investisseurs commencent à désinvestir des énergies fossiles. On voit les projets à gauche et ils investissent de plus en plus dans des énergies propres. Donc le principe du désinvestissement, eh bien, c'est que justement, c'est le désinvestissement et l'investissement. Donc il faut trouver des opportunités d'investissement. Alors Paris, ce sera un jalon important, vraiment une pierre fondatrice, qui permettra de rassembler la communauté financière autour de la table afin de parler de ces différents objectifs. ANDC, réduction 40-40. Et on ne peut pas avoir une baisse de 40% et une augmentation de 40%. Donc il va falloir trouver la bonne solution afin d'obtenir une bonne croissance. Merci. Maybe in the discussion we come to the point. Alors, peut-être que lors de la discussion, on pourra discuter un peu de ce que font les entreprises pétrolières et les différentes entreprises énergétiques. On va voir ce qu'elles font après. Maintenant, nous avons Pascal Canfin, co-président du comité d'investissement innovatif. Et comme Marc, tout à l'heure, il a plusieurs chapeaux. Et il va nous dire un peu ce qu'on peut faire avec cet argent. Alors avant, je vais peut-être vous commencer par vous raconter une histoire personnelle. Comme vous l'avez dit, il y a quelques années, je faisais partie du groupe Les Verts en tant que député européen. Et nous avons négocié la directive européenne sur
sur les agences de notation. Nous étions le seul groupe politique qui proposait des amendements disant que les agences de notation telles que Standard & Poor's, Moody's et d'autres devraient évaluer l'exposition au risque climatique des entreprises, donc afin de pouvoir attribuer leurs notes. Nous étions le seul groupe politique à appuyer ce genre d'amendement au début, et nous étions les seuls à la fin également. Alors ce qui est intéressant, et cela illustre bien le véritable changement qui s'est opéré dans cette bataille culturelle. 4 ans plus tard, donc rien que 4 ans plus tard, le S&P réalise, donc Standard & Poor's réalise cette évaluation des risques pour les plus grandes entreprises et sur une base volontaire. Parce que S&P dit que on ne peut plus ignorer le changement climatique. Ça constitue un risque en termes d'investissement. Donc je dois l'évaluer et je dois attribuer une note à une entreprise en tenant compte de cette exposition à ce risque. Alors, vous pourriez dire que c'était vrai il y a 4 ans déjà. Et c'est le cas, ils sont tard. Ils arrivent un peu tard, mais au moins ils changent. Et c'est intéressant, parce que en 4 ans, ce que les politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'étaient pas capables d'imposer, ou n'étaient pas suffisamment courageux pour le faire, eh bien on constate que maintenant l'industrie est prête à opérer ce changement. Et ce n'est que le début. Le rôle des politiciens maintenant est désormais d'accélérer cette transformation parce que le temps presse. Nous n'avons pas des décennies devant nous, quelques années seulement. Sinon, on ne pourra pas atteindre cet objectif de 2 degrés. Alors j'aimerais vous montrer une diapositive qui illustre, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Vous avez parlé surtout du pétrole dans votre présentation. Et voici quelques chiffres sur le charbon, en Australie et en Chine. En Australie, vous avez la valeur des actions des principaux producteurs de charbon en Australie. Et vous voyez la tendance. Regardez les chiffres et les choses se sont encore aggravées. Elles sont encore pires maintenant. Ça, ce sont les chiffres en septembre 2014. Mais vous voyez, moins 80%, moins 69%, moins 86%, etc., etc. Donc, l'idée selon laquelle il devrait y avoir un compromis entre les raisons économiques et l'intérêt général, d'autre part, le changement climatique, la morale, eh bien, ça, c'est une façon de voir qui appartient au passé. Et clairement, on est dans un cadre différent pour l'avenir. Et ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans 10 ans, ça se passe aujourd'hui déjà. Et si vous regardez les chiffres pour la Chine, qui bien entendu constitue le principal marché pour le charbon, vous voyez un véritable changement. Parce que la consommation en charbon a baissé de 8% au premier trimestre 2015 par rapport à l'an dernier. Et on s'attendait à avoir un pic en 2020 et celui-ci, finalement, a déjà eu lieu l'an dernier. Et la situation s'aggrave, si je puis dire, trimestre après trimestre. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, nous avons toutes sortes de chiffres, de faits maintenant, qui illustrent de façon concrète le fait qu'au-delà des questions morales, qui bien entendu sont des questions essentielles, mais lorsqu'on est à la City, lorsqu'on est à la Défense ou à Wall Street, parfois les aspects moraux ne font pas partie de votre univers. Il y a toujours des raisons économiques et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Alors on parle à la communauté, on parle de la situation dans laquelle on se trouve. Donc on a des arguments moraux, mais également des arguments économiques en faveur du désinvestissement. Alors là, vous avez le prix des panneaux
photovoltaïques. Vous voyez qu'ils ont considérablement baissé. Et pour conclure, là, vous avez quelque chose de vraiment intéressant. Et ça, j'ai pris ça d'une analyse Kepler-Chevreux, qui est peut-être dans la salle. En tout cas, merci de m'avoir permis d'utiliser ces données. Voici le premier indice Dow Jones à New York en 1890. Vous avez un secteur, les chemins de fer. Et prenez la même bourse à New York 25 ans plus tard et on constate qu'il n'y a aucune entreprise ferroviaire dans cet indice. Elles ont été totalement mises de côté parce que le business model avait changé, parce que la réalité économique avait changé. Cela signifie donc qu'en 25 ans, né de temps, bon, ce n'est pas forcément été pour le mieux pour ce qui est du changement climatique, mais pour le meilleur, je veux dire. Mais cela montre bien qu'en 25 ans, on ne parle pas de périodes extrêmement longues. Alors, évidemment, pour des traders haute fréquence, ça peut paraître un long période de temps, mais pour des fonds d'investissement, des fonds de pension, 25 ans, c'est peu. Et là, on voit que la situation économique avait totalement changé et que on s'adapte. Et donc, ma question aux investisseurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait si on était en 1890 ? Ian Sim is Alors, Ian Sim est fondateur et directeur exécutif de Impax Asset Management Group. Il ne va peut-être pas répondre directement à cette question, c'est-à-dire si nous étions des investisseurs en 1890, mais en tout cas, peut-être que la question est de savoir ce que l'on fait si l'on est investisseur aujourd'hui. Oui, tout à fait. Moi, je n'étais pas encore né en 1890, je peux vous dire. Moi, en tout cas, dans les années 90, oui, j'investissais dans les systèmes solaires et c'est étonnant de voir comment les investisseurs ont été complètement, ont perdu beaucoup d'argent dans ces domaines-là, avec le prix qui a chuté énormément, avec des effets désastreux pour les investisseurs. Peu importe, c'était pas censé être mon introduction. On a écouté des choses très intéressantes aujourd'hui concernant les investissements. Cependant, 99,99% de l'argent qui circule n'est pas dans cette salle. En tout cas, je veux dire, n'est pas investi ou désinvesti de cette façon. De quoi avons-nous parlé? On a parlé de langage, de mots. Je suis content de voir que nos hôtes français aujourd'hui se sont exprimés en anglais. Et c'est intéressant également de voir que le langage que l'on utilise ici et le langage des investisseurs parfois a des points en commun. Alors, comment se fait-il que les investisseurs, en général, n'arrivent pas à comprendre le message et le message du changement climatique? Eh bien, essayons de regarder le monde à leur façon, grâce à leurs yeux. Ce qui compte beaucoup si vous êtes gestionnaire de fonds de pension, c'est le risque, vous savez. En 2008, les investisseurs dans le monde se sont dit « Tiens, si on continue comme ça ne va peut-être pas marcher, on va se cogner dans le mur. » Il y a des risques qui existent, pour lesquels il faut se rééquilibrer, et des risques qui peuvent amener à des problèmes systémiques dans l'industrie financière. Donc la question à se poser pour un investisseur après 2008, c'est de savoir s'il y a d'autres risques systémiques. Est-ce qu'un jour, ils vont se réveiller et un peu comme le dindon que vous voyez ici, qui, pendant 4-5 mois, mange un petit peu des brins d'herbe comme ça un peu partout, et qui finit en fait sur votre assiette à l'heure de Noël. Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Bref. Est-ce qu'il y a donc ces dames de Noël qui existent encore, qui peuvent qui peuvent arriver? Regardez ici le prix des actions BP après ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique. Est-ce que c'est un risque systémique? Non, non, c'est lié à une action, c'est lié à une entreprise principalement, je pense. Mais en tout cas, les risques systémiques ne voient pas le jour du jour au lendemain, si je puis dire. C'est pas du tout comme cette grenouille dans cette casserole. En ce qui concerne les énergies fossiles,
on peut voir ce qui s'est passé depuis 4-5 ans. Regardez, dans le secteur du charbon, le prix du charbon, des actions actifs en charbon n'a pas baissé tout d'un coup, mais de façon incrémentale. Ça, c'est le résultat de ce qui s'est passé dans le gaz, par exemple, bitumineux et les sables bitumineux, etc. Peu importe. En ce qui concerne le changement climatique, est-ce que nous sommes en train de voir apparaître les risques systémiques non compensés les plus importants ou pas? Voilà la langue que l'on parle. On ne peut pas obligatoirement diversifier contre ces risques systémiques. Il faut cependant prendre des mesures compensatoires. Nous voyons maintenant un peu mieux ce à quoi pensent les investisseurs lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Bien, ce que vous voyez tout en haut, ce sont deux images qui vous montrent les changements climatiques. Donc la différence entre le climat et le temps qu'il fait. Et en bas, vous voyez ce que fait la société pour essayer de réagir. C'est la partie en bas qui compte le plus pour les investisseurs aujourd'hui. C'est-à-dire le monde est fou aujourd'hui et ce que l'on passe à nos enfants, malheureusement, c'est de moins en moins au fur et à mesure que les générations passent. Et donc, c'est une crise qui n'a jamais été aussi forte. Et que peut faire la société pour essayer d'anticiper ces changements climatiques catastrophiques? D'abord, regardons un modèle sur lequel nous avons travaillé. Ça, c'est Impacts. Bon, en tout cas, sur notre site web, vous pourrez voir tous les détails. Regardez les risques. Si on les étudie en se disant, voilà ce que l'on peut perdre comme argent, regardez l'incidence sur votre domaine d'activité. Si vous êtes notamment un propriétaire d'énergie fossile, regardez, si tout d'un coup on met un prix sur le carbone ou une taxe carbone, quelque chose comme ça, regardez l'incidence de ceci. Vous voyez, ça va faire plusieurs choses qui sont résumées ici à l'écran. Les volumes vont baisser si les gouvernements interviennent, les prix de gros vont baisser, les prix du détail vont augmenter, il y aura des perdants et des gagnants. Voilà ce qui va se passer. Si maintenant vous pensez au système de compensation pour ceux qui possèdent ces actifs, si vous y mettez des chiffres et des modèles, vous pouvez avoir des discussions assez intéressantes pour voir comment gérer votre portefeuille. Il n'y a pas besoin obligatoirement de parler d'éthique ou de morale ou de croyance, d'investissement. Il suffit simplement de calculer les choses, de faire les petits calculs tout simples. Mathématiques. Bien, on parle ensuite de l'empreinte carbone. Je n'ai pas le temps de passer ceci en détail, mais en tout cas, vous voyez ici une société qui s'appelle Kingspan, qui font des produits d'isolement, l'isolation des bâtiments, et il y a une méthode d'empreinte carbone qu'ils ont mis en œuvre, et vous pouvez prendre en compte l'évitement en carbone, c'est-à-dire le carbone que vous n'utilisez pas, et l'incidence sur l'empreinte carbone. Voilà, ça c'est une évaluation, l'une des évaluations des risques. On m'a demandé de parler également d'opportunités d'investissement, parce que si on désinvestit, il faut réinvestir ailleurs. Et souvenez-vous, si l'on a une taxation ou un prix sur le carbone, le prix du détail va augmenter, c'est-à-dire les périodes de rentabilité seront plus longues, et dans ce cas-là, les produits de construction vont être plus intelligents, avec des systèmes d'éclairage intelligents, des systèmes de réseau électrique intelligents. Vous verrez qu'il y aura des changements et des nouvelles technologies intéressantes. Regardez ici le prix de gros, regardez les opportunités d'investissement renouvelable. Tout en haut, en bleu, jaune, vert, etc., vous voyez en fait les renouvelables en Union européenne dans 15 ans. Et en bas, c'est en fait le charbon principalement. Ce n'est pas montré ici, mais le gris, c'est le charbon ici. Vous voyez, il y a moins d'utilisation de charbon. Et c'est pareil pour le nucléaire jusqu'en 2026. Où faut-il investir? Eh bien, il faut investir dans les industries de croissance. Donc, en effet, si on investit, il faut bien investir dans les renouvelables. C'est évident, c'est simple à comprendre. Et pour conclure,
Que faisons-nous avec nos clients fonds de pension? Eh bien, Impax construit cette discussion, ce débat sur cette base. C'est-à-dire, on leur montre les chiffres, les côtés scientifiques, on leur montre les risques et on voit les impacts des programmes de gouvernement ou d'État et on peut leur montrer comment changer pour ne pas aller dans un monde complètement fou, le monde de la décote. Et la dernière dimension, c'est l'optimisateur de gestion de portefeuille pour éviter des erreurs de tracking. On peut se protéger pour ne pas arriver au scénario de la dinde de Noël et prendre les bonnes décisions d'investissement. Bon, je pense que maintenant nous allons écouter Véronique Menou, vice-présidente ESG Research MSCI. Je crois que vous faites partie de MSCI, c'est ça? D'accord. Vous allez peut-être nous présenter d'autres dames de Noël? Merci. Merci de nous avoir invités. MSCI est vraiment content d'être présent aujourd'hui. Nous avons travaillé sur le carbone et puis sur le changement climatique depuis plus de 20 ans. Donc nous sommes contents de pouvoir contribuer à ce débat. J'ai quelques mots à dire concernant MSCI d'abord. Pour vous présenter MSCI, si vous ne connaissez pas MSCI. MSCI, c'est une entreprise internationale qui aide les investisseurs institutionnels pour bien gérer leur portefeuille. Dans nos produits, nous avons par exemple des indices pour les actions, nous avons aussi des outils analytiques et puis des rapports de recherche. Nous sommes très connus pour nos indices actions. Tous les jours, nous avons plus de 160 000 indices à gérer au quotidien. Mais nous sommes également la plus grande entreprise recherche ESG avec plus de 200 personnes qui se concentrent sur la recherche ESG. ESG Recherche, nous avons 40 ans d'expérience dans ce domaine et nous avons plus de 800 investisseurs qui nous font confiance dans le monde entier. Ces investisseurs souhaitent vraiment rentrer dans ce système ESG lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Bien. Maintenant, je vais passer en revue cet exposé. Je vais essayer de partager avec vous notre recherche et nos résultats. Je vais partager des faits. Bien sûr, vous connaissez déjà toutes ces annonces faites par les investisseurs institutionnels qui souhaitent désinvestir du charbon et des énergies fossiles. Bon, nous aussi, nous avons vu tout cela. Nous avons vu ça chez MSCI et MSCI Recherche. Nous avons vu une augmentation des annonces et des demandes des clients également qui souhaitent réduire leur exposition aux énergies fossiles. Vous voyez une liste ici à l'écran. Voilà quelques déclarations. Stanford notamment, mais la Bank of America, l'Église Angleterre qui ont dit nous souhaitons maintenant désinvestir de tout ce qui est carboné. Bien. Quelle est l'incidence de tout ceci si l'on désinvestit des énergies fossiles ou du charbon? Eh bien, il faut savoir comment on peut passer d'un benchmark en action diversifiée à un benchmark où on sera moins exposé au risque. Eh bien, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Ceci vous illustre mon propos. Vous voyez que les énergies fossiles sont liées au risque liés aux réserves en charbon. Et là, tout est très concentré. Tous les risques sont très concentrés. C'est concentré de façon sectorielle parce que si l'on prend les choses de loin, si l'on regarde l'univers acquis, c'est-à-dire le All Country World Index, il y a des centaines de pays dans des marchés développés et en voie de développement, et 80% ont des émissions qui se concentrent dans l'énergie. Donc c'est très concentré de façon sectorielle, c'est dans le secteur de l'énergie, mais c'est aussi très concentré par entreprise. Si vous regardez ce qu'il y a en rouge ici à l'écran, cela vous montre qu'avec moins de 3% de ce benchmark, de cet indice benchmark acquis, cela représente plus de 50% des émissions totales qui viennent en fait des réserves en
combustibles fossiles. C'est intéressant. Il est intéressant de connaître ces chiffres, notamment lorsque l'on souhaite développer un indice pour réduire son exposition aux réserves fossiles. Ce que nous avons fait donc chez MSCI, c'est que nous avons mis sur pied tout type d'indices environnementaux qui couvrent des aspects thématiques, par exemple indices thématiques pour mieux choisir et identifier les entreprises qui offrent des solutions contre le changement climatique, et aussi les défis liés à l'environnement de façon générale. Par exemple, du côté thématique et du côté indice thématique, on choisit des sociétés qu'on appelle les pure players, qui ont plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans des technologies propres. Et de l'autre côté du spectre, vous voyez la famille peu carbonée. Vous avez entendu parler, j'imagine, tout à l'heure du FRR. Bon, il y a eu Olivier Rousseau qui a parlé de cette collaboration entre MSCI, Amundi, etc. Collaboration qui a vu le jour l'année dernière pour avoir des indices bas carbone. L'objectif de ces indices bas carbone, c'est de réduire l'exposition à ces deux dimensions du risque. La dimension à long terme du risque, c'est-à-dire réduire l'exposition au risque carbone, c'est-à-dire actifs liés au carbone, mais aussi pour réduire à court terme la dimension risque, c'est-à-dire en utilisant des techniques d'optimisation pour améliorer le tracking par rapport à l'indice. Bien, maintenant, ce dont je souhaite parler plutôt, c'est nos enseignements, c'est-à-dire la famille exclusion des combustibles fossiles qui a été lancée il y a peu. Il y a deux types d'exclusion, d'indices d'exclusion. D'abord le MSCI indice X qui exclut les sociétés qui ont des réserves en combustibles fossiles, et on a une version moins restrictive qui se concentre uniquement sur le charbon. Comme vous savez, c'est le type qui consomme le plus, qui utilise le plus de charbon. Bien, ou qui est charbon intensif, comme on dit. Là, c'est un indice qui nous montre la performance d'un marché action et qui exclut des entreprises qui ont des réserves charbon thermiques, qui les possèdent. Comme vous voyez tout en bas, dans cet univers acquis, c'est-à-dire 2400 sociétés dans les marchés développés et en développement, il y a 26 sociétés qui ont ces réserves en charbon. Donc ça représente moins de 2% du total dans ce benchmark, indice benchmark acquis. Bien. Et regardez maintenant les mesures de performance. J'espère que vous arrivez à lire, même si vous êtes assis loin de l'écran. À gauche, vous verrez que nous avons les performances, les indicateurs de performance. Et vous voyez ici, sur la base de nos simulations, bon, ça fait 5 ans qu'on fait ça, ce que vous voyez, c'est que cet indice X-Call acquis est meilleur que les autres indices dans le même domaine. Et si l'on regarde les niveaux de risque sont similaires aux indices similaires, avec très peu d'erreurs de tracking de 20 points de base simplement. Donc, en fait, ce que l'on applique dans le cadre de l'indice acquis, c'est que l'on exclut 26 sociétés et ceci n'a pas un énorme impact si je regarde, par exemple, les erreurs de tracking. Donc, c'est très, très bien dans le cadre d'un investissement passif. Et à droite, ce que l'on a, c'est en fait un tableau qui nous montre aussi la performance à ce jour. Et puis, avec comparatif, il y a 1 an et il y a 3 ans, vous voyez l'indice X-Call acquis qui est un petit peu supérieur à l'étalon, c'est-à-dire le benchmark. Bon, ce qui est intéressant également, c'est d'étudier ce transparent, de voir comment réagissent ces indices X-Call et de voir quelle est l'empreinte carbone. Nous avons calculé, bien sûr, l'empreinte carbone de l'indice et les émissions carbone dans le périmètre 1, périmètre 2, et ce que je souhaite souligner ici, c'est plutôt les émissions potentielles qui nous viennent des réserves en charbon. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'en excluant moins de 2% de la pondération de l'indice, c'est-à-dire 26 entreprises, nous arrivons à réduire les émissions potentielles qui viendraient des réserves de 50%. À l'écran, ce que vous voyez maintenant, c'est les pondérations actives en partie basse de panier et avec des exclusions, avec la capitalisation boursière. Vous n'êtes pas surpris, je crois, de voir des grands noms, des sociétés qui ont des réserves, par exemple Rio Tinto, etc. Enfin, Sasol, et vous voyez les noms, et des grands noms
qui ont été exclus de notre indice par capitalisation boursière. Et maintenant, pour terminer, pour conclure, voici les messages. Bien sûr, nous voyons maintenant que les investisseurs sont intéressés, les institutionnels, ils veulent réduire leur exposition au charbon et au carbone. Et avec ce système de sélection, nous avons un impact, mais un impact assez petit en ce qui concerne les capitalisations de marché qui sont exclues. Donc, nous voyons un intérêt des investisseurs institutionnels qui souhaitent avoir des portefeuilles sans produits carbonés, mais aussi souhaitent développer des produits d'investissement de type passif. Merci. Pouvez-vous passer le micro à votre collègue, s'il vous plaît? Merci. Nick Robbins. On a entendu parler, lui, tout à l'heure, dans cette petite vidéo de M. Steiner. Il est co-directeur de l'enquête sur la conception d'un système financier durable mené par le PNUE. Bon, les risques systémiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est sûrement ce que vous connaissez très bien. Vous y travaillez, je pense. Merci, Dagmar. Merci aux organisateurs. Merci de nous avoir invités, car... il y a 3 opportunités, la décarbonisation, on a parlé de FRR, et moi je vais parler du système financier durable. Bien, ce qui compte principalement, c'est de souligner ce changement qui a lieu, pour voir comment les règles changent, pour voir comment ces règles peuvent s'aligner sur un système financier durable. Quel est le rôle des banques centrales, quel est le rôle des régulateurs pour aller dans ce sens que nous avons souligné tout à l'heure, c'est-à-dire nos objectifs. Il y a 3 messages venant de cette enquête. Cela fait 2 ans que nous travaillons un peu partout dans le monde, dans 15 pays. Nous étudions la situation, nous essayons de voir ce qui se passe du point de vue réglementaire. Voilà les 3 conclusions. Principalement, si l'on veut passer à des économies durables, il faut agir au sein du système financier et dans l'économie réelle, c'est-à-dire prix du carbone, et il faut comprendre les règles du jeu pour savoir comment partager les chiffres des entreprises. On en parle déjà maintenant. Il y a 120 mesures individuelles qui ont été mises sur pied dans le monde qui visent à rediriger le capital vers des investissements plus durables. Et bien sûr, cela vient principalement des pays développés ou en développement ou émergents. Et il faudrait essayer d'envisager des actions plus systématiques au niveau national pour rassembler ce qu'on appelle des compacts, c'est-à-dire des groupes de parties prenantes qui se rassembleraient pour partager les mêmes objectifs. Et il faut une coopération internationale. Le moment est venu d'envisager une coopération internationale. Il y a le Financial Stability Board, le Conseil de stabilité financière qui est sur pied maintenant, qui étudie ces risques climatiques. Voilà, c'est une organisation particulière. Ici, voilà le défi. Bon. Bien sûr, tout n'est pas lisible ici, mais cela vous montre ce que nous avons fait. À gauche, vous avez les fournisseurs de fonds, ensuite un système d'intermédiaires au milieu, et les assurances, les banques, et puis les utilisateurs, les foyers, les entreprises, les foyers, etc. Ce qui compte, ce sont les défis. Le défi du changement climatique. Il s'agit d'un changement d'allocation des fonds. En fait, il faut réinvestir 1 milliard de dollars dans les mesures d'efficacité énergétique, 1 trilliard de dollars, et il faut moins investir dans les énergies qui polluent, qui sont fossiles. Voilà, c'est une réallocation en fait de capital. Nous avons l'argent, nous avons le capital, le système financier équivaut à 300 trilliards de dollars et nos investissements 16 trilliards de dollars par an. Donc nous avons le capital, il existe. Que faut-il faire pour réussir? Eh bien, il y a 3 types de mesures. En bas, que vous voyez, les 3 flèches, ou à droite. Le système sera pérenne si il utilise le capital pour répondre aux besoins de développement durable. Il faut réduire le capital en ressources qui consomment beaucoup d'énergie fossile et il faut, troisièmement, fournir des services financiers
pour la population qui n'a pas encore même un compte bancaire. Voilà, il y a la dimension de l'inclusion qui compte beaucoup à l'ordre du jour. Qu'avons-nous fait? Eh bien, on nous a donné mandat pour étudier les options politiques, pour voir ce que les décisionnaires peuvent faire dans le monde pour que le système financier suive ses objectifs. Nous étudions ce qui se passe sur le terrain. Nous avons visité 15 pays. Je vais vous donner des exemples. Nous travaillons avec les leaders internationaux partout dans le monde et nous leur proposons des options, des choix. Là, bien sûr, tout n'est pas terminé. Le rapport final sera présenté en octobre cette année. Voilà nos partenaires. Nous travaillons avec de nombreuses organisations en France et ailleurs. Vous voyez les noms à l'écran. Et avec des banques centrales un peu partout dans le monde. La Banque populaire de Chine, une autre au Bangladesh, la Bank of England. Il y a de nouveaux acteurs aussi dans l'agenda changement climatique qui pensent maintenant à leur rôle. Quel est mon rôle pour que la transition se passe bien vers une économie plus durable? Bien, quels sont nos enseignements? Les enseignements que nous avons tirés de tout ceci. D'abord, la révolution tranquille. Il y a de nombreuses mesures qui ont été identifiées partout dans le monde afin de mieux aligner le système financier à nos objectifs. Et ça se passe pour de nombreuses raisons différentes. En Chine, c'est de la pollution de l'air. Il y a des milliers de personnes qui meurent par an à cause de la pollution de l'air. La Chine doit faire face à ce gros problème. La pollution des sols, de l'eau, de l'air. Ils se sont donc engagés en Chine pour travailler sur la pollution de l'air. En France, par exemple, vous voyez que la France a accepté l'article 48 pour cette transition et la France publiquement a parlé de cette transition. Nous avons un examen prudentiel au Royaume-Uni pour l'assurance et pour voir comment l'assurance peut gérer ces risques, les risques liés aux actifs. En Indonésie aussi, c'est intéressant. Vous voyez maintenant que vous avez une feuille de route de 10 ans qui vient en fait de cette crise financière. Ils ont vu qu'il leur fallait un système plus pérenne après la crise. Quels sont les paquets politiques donc sur lesquels nous pourrions travailler? À gauche, ce que vous voyez, c'est en fait 5 types d'outils que l'on peut utiliser, que les régulateurs peuvent utiliser. Au milieu, vous voyez là où ces outils peuvent être utilisés. Et à droite, vous voyez la partie processus et système. Regardez les outils. Il y en a beaucoup qui sont déjà utilisés. Par exemple, partager les chiffres avec les autres, définir les responsabilités, par exemple, critères produits, les green bonds, etc., c'est-à-dire les obligations vertes. Ensuite, il faut mieux utiliser les ressources financières publiques, surtout en période de crise. Comment mieux utiliser des mesures fiscales, des incitatifs fiscales et aussi voir quels sont les bilans des banques centrales dans leur bilan. Bon, je suis content de voir que certaines banques centrales ont travaillé sur des idées originales pour voir comment la BCE pourrait utiliser son système qui viserait à une meilleure transition énergétique. Et vous avez aussi des objectifs politiques, notamment pour les pays en voie de développement, notamment au Bangladesh. L'année prochaine, toutes les banques devront avoir 5% de leur portefeuille d'emprunts qui iront vers les secteurs verts. S'ils font cela, ils auront droit à un refinancement moins cher de la Banque centrale. Et puis, des changements culturels sont nécessaires. Nous avons vu pendant la crise que ce qui nous manquait, c'était la culture. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de volatilité. C'est pour ça qu'il faut aussi penser au changement culturel. Maintenant, regardez les paquets politiques au milieu. Et c'est là où cet agenda a vraiment du sens, dans le sens du désinvestissement. Il faut savoir ce que les politiques peuvent faire pour que tout change. Regardez les obligations notamment. Pascal en a parlé. Il faut s'assurer que les credit ratings incluent les risques liés au climat dans leur pondération. Et pour les actions, nous avons vu des améliorations concernant les obligations de publication
Mais bon, il n'y a pas encore assez d'entreprises qui parlent de leurs émissions de GES. Et les investissements, la France nous a montré qu'ils sont très ouverts et partagent leurs chiffres de gaz à effet de serre. Bref, beaucoup de bonnes initiatives. Et dernier transparent, quelles sont les étapes à l'avenir? Comme je vous l'ai dit, en octobre, nous allons publier ce rapport. Vous voyez, cet agenda est quelque chose qui est très vivant pour nous. Il y a encore beaucoup à faire, bien sûr. À gauche, ce que vous voyez, c'est les évolutions de systèmes un peu partout dans le monde. Nous avons toute une série de principes, de standards, mais en fait, nous ne savons pas comment nous pouvons amener cette pérennité autrement. Bref, il faut que l'avenir soit toujours mieux pris en compte au quotidien. Et il nous faut des stress tests de durabilité pour les entreprises qui ont ces actifs en énergie fossile, pour que les investisseurs comprennent mieux là où ils investissent leur argent. Il faut mieux utiliser aussi les ressources fiscales dans le système financier. Et il nous faut un cadre de performance pour savoir où le système financier alloue son argent de façon efficace pour cette transition. Et à droite, ce que vous voyez, c'est en fait quelques exemples. Un code concernant les obligations des investisseurs, règles fiduciaires peut-être, et puis aussi il faut travailler sur la publication des chiffres de durabilité notamment. Il faut que les acteurs se rassemblent. Du côté sécurité aussi, nous avons beaucoup parlé de transition énergétique. Et pour conclure, je peux vous dire qu'il nous faut une transition financière. Et je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous travaillons avec beaucoup d'enthousiasme. So, thank you. We have less than 10 minutes. Alors, merci beaucoup. Il nous reste un peu moins de 10 minutes pour cette session. On devra pouvoir répondre à 3 ou 4 questions. Alors, je vois dans cette ligne ici et là, peut-être on va commencer devant. Bonjour. J'aimerais poser une question au niveau des échelles. Dans la première présentation, on parlait de 21 trillions qui seraient investis en supplément. Et j'aimerais savoir, dans ce montant, qu'est-ce qui n'aurait pas de valeur et quelle serait la valeur financière des réserves et quel est le lien par rapport au volume en sous-sol et de quelle façon cela a un impact sur la valeur financière. Si on retire cet argent, est-ce que c'est aussi simple de le réinvestir directement cet argent dans autre chose ou est-ce qu'on doit réduire les investissements de manière générale? Donc il y a une question d'échelle ici. Donc est-ce qu'il faut réduire par 3 notre consommation en énergie? Est-ce qu'on doit aussi réduire par 3 les investissements? D'abord, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Et ensuite, je vais écouter 2 autres questions et on verra au sein du panel qui souhaite répondre. Je viens du Parti vert, Royaume-Uni, Jonathan Essex. Juste derrière vous. Rolf-Funke Puttevale, je suis investisseur privé et je suis un signataire d'Ivest Invest. J'ai une question sur les indices. Je regardais l'indice du MSCI sur les Low Carbon Leaders. Et je vois que aucun des 10 principaux indices ne porte sur les énergies renouvelables. Et la 4e ligne de l'indice, c'est Royal Dutch Shell qui sont en train de forer dans l'Arctique. Alors, ce n'est pas pour critiquer MSCI, mais si on investit d'après les indices et que ensuite ces indices sont comparés aux indices mondiaux, on ne va pas vraiment pouvoir changer le système. Alors, dernière question, peut-être, le jeune homme ici au milieu. Et ensuite, je laisserai quelqu'un essayer de répondre à vos questions. Je fais campagne pour divestment, le désinvestissement au Royaume-Uni. On a parlé beaucoup d'empreintes carbone et des analyses de risques associées. Et on a parlé du fait que Shell faisait partie de ces indices à faible carbone. Donc, qu'est-ce qu'il en est des émissions indirectes? Est-ce que vous allez les introduire dans ces indices, que ça pourrait être une solution?
Bon, je suppose qu'on va demander à Marc de répondre à ces questions sur les trillions. Bah oui, ce sont des chiffres importants, tout à fait. Alors, si vous ne trouvez pas dans le web, envoyez-moi un mail. Je crois que Citigroup a publié un document il y a 2 semaines en disant que les revenus des DOM étaient 100 trillions. Donc il y a beaucoup d'argent qui est en jeu ici. Et la transition carbone, c'est une transition qui fait qu'on doit être certain de ne pas investir dans des projets qui risquent d'échouer à l'avenir. Et il faut identifier quelles sont les opportunités à faible carbone très rapidement. Ensuite, pour ce qui est des estimations, si on décarbone, est-ce que c'est mieux de décarboniser ou est-ce que c'est mieux de continuer comme on fait jusqu'à présent? Heureusement, les conclusions sont qu'il vaut mieux décarboniser. Mais on n'a pas encore réponse à tout. Par exemple, au Royaume-Uni, le gouvernement reçoit 26 milliards de livres sterling par Exxon en taxes. Il y a aussi tous les impôts qui sont perçus, toutes les taxes sont perçues, les permis, les licences, etc. Donc la décarbonisation, cela signifie moins de recettes pour les gouvernements parce qu'ils percevront moins d'impôts, moins de taxes de la part de ces industries. Donc il faut réfléchir à la façon de remplacer cet argent afin de pouvoir opérer ce réajustement dans nos économies. Une des plus grandes résistances au changement qu'on voit, eh bien, elle vient des ministères du Trésor un peu partout dans le monde parce que nous demandent où on va trouver l'argent de remplacement. Et nous n'avons pas encore vraiment été en mesure de trouver des réponses logiques à ces questions. Et je vais laisser les 2 autres questions à d'autres, mais j'ai aussi peut-être un avis. Alors, Ian, on parle de 300 à 400 milliards de dollars par an pour les produits à haute efficacité énergétique par an dans le monde. Et si l'information était diffusée correctement, eh bien, on pourrait avoir des chiffres plus élevés. Alors, on voit que la cotation boursière est d'environ 900 $. Et on voit qu'on peut absorber l'argent qui est investi actuellement dans la prospection en énergie fossile. Et c'est pourquoi 99,99% ne peuvent pas changer leur argent de place immédiatement aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a comme des opportunités pour réinvestir de façon intelligente aujourd'hui. Alors, je vais donner la possibilité aux autres membres du panel de répondre également, de réagir. Alors, Véronique, les leaders à faible carbone, moi je pense que la méthodologie a été appliquée par Olivier Rousseau, qui a parlé juste avant la discussion. Cet indice ne vise pas à exclure toutes les entreprises qui ont des énergies fossiles. Et la raison pour laquelle Royal Dutch Shell est dans l'indice et apparaît parmi les premiers, c'est parce qu'il a une forte capitalisation boursière et ce n'est pas l'entreprise qui est la plus intensive en carbone du secteur. Donc ces indices à faible carbone visent à réduire l'empreinte carbone de l'indice par rapport au benchmark. Et nous avons une approche best in class. Cela signifie qu'on élimine les entreprises qui sont les plus grands émetteurs de carbone dans leur secteur. Et Royal Dutch Shell, bien entendu, de façon absolue, contribue fortement au changement climatique. Eh bien, si on le compare par rapport aux pairs dans le secteur, ne fait pas partie des principaux émetteurs de CO2. C'est pourquoi il figure dans l'indice. Deuxième question sur l'efficacité énergétique. Alors, nous avons toute une gamme d'indices et nous avons également un indice qui choisit les entreprises sur la base de leur efficacité énergétique. Ce n'est pas intégré dans la méthodologie Low Carbon Leaders parce que ce n'est pas juste cet indice. Cet indice vise à réduire l'empreinte carbone. Plutôt que de se penser aux émissions carbone. Pour ce qui est de l'efficacité énergétique, il y a 2 indices qui choisissent les entreprises qui sont efficaces énergétiquement ou qui utilisent des technologies pour améliorer leur efficacité énergétique. Pour ce qui est du scope 3, le champ 3, pour l'heure, il n'est pas pris en compte dans la méthodologie. Il y a eu toutes sortes de discussions autour de ce champ 3. Et Yann, tout à l'heure, a parlé de la divulgation par les entreprises. Même pour le champ 1 et le champ 2, 50% d'entreprises fournissent l'information. Et pour ce qui est du champ 3, seul un tout petit nombre d'entreprises fournissent ces informations.
Cela dit, il y a un grand nombre de discussions à ce sujet et c'est une question que nous surveillons, bien entendu, et nous devons obtenir des données de meilleure qualité afin de les utiliser pour nos indices. Mais c'est quelque chose que nous suivons et nous avons des données sur le champ 3 et nous les utilisons pour noter nos entreprises pour ce qui est du risque climatique. Mais pour le premier indice, eh bien, les données n'étaient pas seulement robustes selon nous pour pouvoir les utiliser dans notre méthodologie. Mais si nous avons des données de meilleure qualité par la suite, eh bien, nous les utiliserons. Merci Pascal. Eh bien, je vais peut-être passer au français pour une deuxième partie de mon intervention. On soulève le capot du désinvestissement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire désinvestir? Est-ce que ça veut seulement dire je sors les pires, mais je reste sur une trajectoire qui est incompatible avec les 2 degrés? Alors que lorsqu'on est un activiste des campagnes de désinvestissement, ce qu'on veut, c'est une économie qui soit compatible avec les 2 degrés. Or, aucun des index qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché ne produisent une trajectoire qui est compatible avec une économie 2 degrés, puisque l'économie n'est pas compatible avec les 2 degrés, et malgré tous les efforts de tous les index, on reste quand même coincé dans l'économie telle qu'elle existe, et on parle de l'économie cotée, des entreprises cotées. Et il faut toujours garder à l'esprit, parce que les financiers parfois l'oublient eux-mêmes, que le monde des entreprises cotées est incroyablement plus carbone intensive que l'économie réelle, puisque tous les services publics ne sont pas cotés. La plupart des services tout court de l'économie des services ne sont pas cotés. Les services à la personne, l'éducation, la culture, ça ne sont pas des entreprises cotées. Et donc l'économie cotée, qui est celle sur laquelle travaillent les index, sur laquelle travaille le désinvestissement par définition, c'est une économie qui est extraordinairement plus carbone intensive que la réalité de l'économie. Et il y a un mot que vous avez entendu depuis le début qui s'appelle tracking error. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur le tracking error. C'est en gros la façon dont un index peut refléter l'économie ou peut s'écarter de la description moyenne de l'économie cotée. Et quand on n'accepte pas du tout d'écart par rapport à la moyenne de l'économie cotée, eh bien on est forcément aujourd'hui encore dans une économie qui est strictement incompatible avec les 2 degrés. Et donc je pense que il ne s'agit surtout pas de faire de bashing, as you said, no bashing, but just to understand what it means when you look. Mais on veut vraiment comprendre ce que ça signifie finalement. BMW, si tout le monde sur la planète Terre a une voiture, une BMW, eh bien oubliez cet objectif de 2 degrés. Quel est le producteur de voitures qui est le plus efficace énergiquement? C'est BMW. Ça n'en a l'air de l'extérieur. Et donc il faut éviter 2 choses. Il faut éviter des fausses solutions qui font qu'au fond, on ne change pas grand-chose. Et il faut aussi éviter le simplisme qui consisterait à dire c'est tellement facile de désinvestir, comment ça vous n'avez pas désinvesti? Non, c'est compliqué, surtout lorsqu'on a des mandats, lorsqu'on a des fonds de pension qui ont des... C'est compliqué. Mais je conclurai en disant que le cas néerlandais est très intéressant et je pense que la justice va commencer à se saisir sérieusement de ces affaires, aussi sur les asset managers. Parce qu'il y a quelque chose dans le monde anglo-saxon qui s'appelle le fiduciary duty. C'est vous devez, vis-à-vis des retraités qui vous font confiance parce que vous gérez leur épargne, vous devez la gérer au mieux en fonction des risques. Or, jusqu'à présent, le risque climatique, le risque de transformation des modèles économiques liés au changement climatique est très largement ignoré par les asset managers. Et il y a des avocats aux États-Unis et je suis sûr que ça prendra le temps que ça prendra, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on voit que c'est long, le temps de la justice est toujours trop long. Mais dans 3 ou 4 ans, il y aura des avocats américains qui auront poursuivi et qui auront gagné contre des asset managers qui auront continué à ignorer le risque climatique. Et quand vous êtes américain, quand vous êtes à la City, quand vous êtes à Singapour, etc., c'est ça le vrai risque. Parce que si vous commencez à avoir des milliers d'épargnants qui commencent à faire des classes actions contre vous, là, vous commencez à perdre réellement beaucoup d'argent et vous commencez à avoir vraiment peur. Et je pense que c'est la prochaine étape du combat citoyen auquel, par exemple, 350 pourrait prendre part.
So Nick has the privilege to wrap it up completely. Alors Nick a le grand honneur de conclure. Je vais rester en anglais, moi, si vous me permettez. Alors, je voulais répondre à cette question sur la finance. Cela revient à savoir ce qu'on attend du système financier. Il y en attend 3 choses. On veut que ce soit efficace en termes d'allocation de l'argent, là où on en a besoin pour un développement durable, donc davantage d'investissement dans le faible carbone que dans le haut carbone. Ensuite, il y a la résilience. Ça, c'est quelque chose que le système financier n'a pas vraiment réussi à faire récemment, mais il faut de la résilience pour résister aux chocs, que ce soit des catastrophes naturelles, mais aussi des questions de transition. Et ensuite, on veut que ce soit efficace. Et là, j'aimerais citer des travaux réalisés par le Fonds monétaire international. Il parle de la relation intéressante entre la taille du système financier et l'économie générale. Alors que les systèmes financiers s'accroissent, les gens ont des comptes bancaires, il y a de l'intermédiation. Et cela peut changer malheureusement. Et on voit qu'il y a un effet de cloche. Donc, dans la plupart des secteurs qui deviennent de plus en plus complexes, il faut accroître la stabilité. Pensez à Airbus, par exemple. C'est très complexe, mais c'est bien plus sûr et bien moins cher que d'autres générations d'avions. Mais le système de financement n'est pas devenu plus efficace, alors qu'on a ajouté de plus en plus de technologies. Le système financier est devenu plus volatile. Donc ce sont 3 facteurs que nous devons avoir à l'esprit. Il faut que ce soit efficace et que ça desserve l'économie verte, que ce soit résilient, et troisièmement, que ce soit efficace. Merci. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour poursuivre cette discussion, en tout cas aujourd'hui. Mais je suis certain qu'on pourra parler de ces questions à une autre occasion. Et je vais rendre la parole à Reinhard.